Merci d'être venu et surtout merci aux 4 associations qui ont accepté l'invitation. Et on est super heureux de vous accueillir. Je parle juste très vite fait. Qu'est-ce que c'est Mobile Things? Donc Mobile Things, c'est un rendez-vous pour la communauté Dev Mobile qui est organisé par Exebia. On essaie de faire ça plus régulièrement possible. Cette dernière édition de 2018, on a envie de faire rencontrer deux mondes un peu différents, mais en fait, en même temps, il y a tellement de liens. Et personnellement, je connais pas mal d'associations qui ont des besoins de développement. Et nous, on est là pour essayer de faire une mise en relation et aussi découvrir l'un et l'autre. Et donc, on va commencer ce soir par Entourage, après Jack Said, OLPC, et fini par Open Food Facts. Voilà. Et il y a des goodies. Et après, on a quelques trucs à manger, à boire. N'hésitez pas. Tac. Got it. La presse. Ah, excellent. Donc nous, on est Entourage, une association pour... On est une association qui vise à créer du lien entre les personnes avec et sans abri à l'échelle de leur quartier, avec le soutien d'Entourage et d'associations partenaires. On est le réseau de ceux qui n'ont plus de réseau. Parce qu'en fait, on a tous en tête que les sans-abri, ils ont besoin de survivre par temps froid, besoin de manger, besoin de s'habiller, etc. C'est vrai, mais en fait, le vrai isolement, il est relationnel avant tout. En fait, on a, avec les sans-abri qui co-construisent le projet avec nous, ils nous disent « un sourire, ça vaut 100 sandwichs ». Beaucoup de gens vont en fait donner une petite pièce, voilà, mais ne vont pas vraiment prendre le temps de s'arrêter, de sourire et de parler un peu à la personne. Et c'est ça, vraiment, la mission d'Entourage, c'est de mettre la création de liens. Vraiment, c'est notre mission qui nous anime. Et j'ai oublié. Donc voilà. Donc, voilà. Le problème, c'est que on voudrait tous en fait en faire un peu plus pour les personnes SDF, mais on a une angoisse. On ne sait pas du tout de quoi on va bien pouvoir leur parler. Si le fait de leur parler, ça ne nous engage pas à aller un petit peu plus loin. Voilà, on a plein de freins. Du côté de la personne SDF aussi, il peut y avoir des freins. Il peut y avoir une appréhension à parler à quelqu'un qui est intégré, voilà, alors qu'on a perdu toute estime de soi à la rue et une bonne partie de ses repères sociaux. Voilà, donc ça, c'était la mission d'Entourage. Ah, le son. Comment on peut faire toutes ces histoires-là? Comment on peut faire pour le son? Ah. D'accord, ok. Comment on peut faire? Pascal ne sait pas qu'au fond de vous, vous aimeriez lui parler. Et comme vous, il ne sait pas non plus qu'autour de lui, il y a des professionnels de santé, des bénévoles et de simples particuliers, tous engagés dans un réseau solidaire, le réseau Entourage. L'application Entourage est là pour vous aider à franchir le pas et à échanger avec les personnes de la rue. Ainsi, vous jouez un rôle majeur en mettant en contact les personnes bienveillantes du réseau et celles et ceux qui, comme Pascal, sont pris dans la spirale de leur isolement. Cela vous donnera l'occasion de faire le premier pas, d'engager la conversation, de partager un moment, lui faire soigner son mal de dents, mettre ses bagages en sécurité ou tout simplement lui permettre de profiter d'un repas chaud. Avec l'application Entourage, vous savez que vous n'êtes pas seul, et les personnes de la rue ne le sont pas non plus. Voilà. Donc on est une application qui est évidemment gratuite et disponible sur iOS, Android et en web app également. Et hop, là pour sortir, hop. Voilà. Donc Entourage aujourd'hui rassemble les voisins avec et sans abri. Des associations. Donc, Entourage est présent avec une équipe notamment animée par un travailleur social et des bénévoles. Et on est présent dans 5 villes de France. On anime un réseau à Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Rennes. Voilà, vraiment
activement animé par le travailleur social d'entourage et de notre équipe. On travaille avec des associations partenaires comme Emmaüs Solidarité, Au Captif La Libération, voilà, des grands noms de l'action auprès des sans-abri. Et donc on les aide à lancer des nouvelles activités pour mobiliser les riverains dans les quartiers où ils sont implantés. Par exemple, ce soir même, au moment où je vous parle, il y a des membres de la communauté entourage qui, via l'application, ont trouvé des événements auxquels participer ce soir. Notamment, il y a des soirées de jeux dans plusieurs gymnases gérés par la mairie du 17 et la mairie du 4, où on héberge, dans le cas de l'urgence hivernale, en ce moment, les personnes de la rue. Et donc, c'est des bénévoles qui peuvent venir régulièrement ou alors juste quelques soirs par-ci par-là pour jouer et vraiment faire passer un bon moment avec ces personnes. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, d'ailleurs, il reste sans doute des places, en tout cas en janvier. Voilà, donc voilà, l'équipe entourage, c'est des travailleurs sociaux et en fait, on a aussi un réseau de bénévoles ambassadeurs qui vont à leur tour organiser leurs propres événements conviviaux à l'échelle de leur quartier. La semaine dernière, on en a eu 3, des soirées karaoké entre voisins avec et sans-abri. Voilà, ça prend un peu tous les formats, il y en a pour tous les goûts. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi devenir hors bénévolat tech. Il y a des missions pour les ambassadeurs. Et donc notre application, elle permet de trouver autour de soi, dans son quartier, là où on travaille, là où on vit, des demandes qui sont exprimées par des personnes sans abri. En fait, on n'a pas tout à fait... c'est un peu un cliché, mais que les personnes sans abri n'ont pas de portable. Parce qu'aujourd'hui, c'est entre 30 et 50% des personnes SDF qui ont un smartphone, en fait. C'est encore plus haut chez les personnes réfugiées, évidemment. Et puis il y a toujours des personnes qui sont très très loin de toute forme de connexion, mais en réalité ça recule et la part des smartphones progresse. Donc de plus en plus aujourd'hui dans l'application, c'est directement des demandes des personnes SDF. Oui, donc si vous voulez flasher ce QR code et télécharger là, vous le verrez par vous-même. Voilà. Et donc ça permet, en fait, on voit les demandes émises par des personnes SDF qui ont besoin d'aide. On voit aussi des riverains qui connaissent des personnes SDF et qui ont besoin de l'aide de leur réseau, voilà, pour un truc particulier. Par exemple, ils sont amis avec quelqu'un qui parle polonais, mais eux-mêmes ne parlent pas polonais. Et puis ça permet, pas encore énormément, mais on va voir, de se former à comprendre le monde de la rue, à casser ses clichés et du coup passer à l'action et à la rencontre. Dans l'appli Entourage, il y a aussi voilà, le calendrier des événements qu'on organise, Entourage et nos associations partenaires. Voilà. Donc nos événements, c'est vraiment des super moments. Il y en a pareil, voilà, il y a un peu toutes les formules. Et on en organise maintenant au moins par semaine dans Paris, dans différents quartiers, grâce à nos ambassadeurs bénévoles. Et c'est vraiment des moments essentiels pour la création de liens. En fait, ça met tout le monde à égalité. Il n'y a plus personne n'est étiqueté avec ou sans abri. Et on a développé un programme pédagogique qui s'appelle Simple comme bonjour, qui aide à adopter une attitude plus bienveillante envers les personnes sans abri. Donc c'est plein de vidéos qui sont assez marrantes, franchement, qu'on a co-construites avec toujours des grandes associations de solidarité, et aussi en prenant les témoignages de riverains et de sans-abri qui étaient devenus amis. Donc il y a les clés d'une attitude plus bienveillante, on casse les clichés sur qui sont les SDF en France, et puis on donne plein de témoignages vivants de riverains et de SDF qui sont amis. Voilà. Donc si vous avez une question sur les Roms, les familles à la rue, les femmes à la rue, etc., vous pouvez aller faire un tour. Voilà. Donc les résultats, 50 000 membres, 5 000 actions dans l'appli, 15 000 personnes qui sont sensibilisées, 120 ambassadeurs relais donc dans les 5 villes. Un truc très important avec Entourage, c'est que c'est co-construit avec des personnes de la rue. Donc il y a le comité de la rue qui est 9 sans-abri, qui sont là depuis le début du projet. Et ils sont quotidiennement dans nos locaux. Ils se réunissent une fois par semaine, les mercredis après-midi, pour passer en revue toutes nos décisions stratégiques et dire si ça colle à notre éthique ou pas, et puis donner des pistes. Donc ils sont hyper présents. Et Anne-Claire, sur cette photo, a même coécrit un livre tout récemment, Humains dans la rue, avec le fondateur d'Entourage. Voilà. Et on a besoin de vous parce qu'on a une roadmap super chargée. Il n'y a pas beaucoup de gens en interne pour la faire. Moi, je suis toute seule au produit. Et
Voilà. On a un développeur en interne. Le truc essentiel, c'est encore mieux lever les freins à la rencontre avec les personnes SDF. On a d'autres sujets comme la refonte du guide de solidarité, parce qu'on est en discussion avec la mairie de Paris pour donner des outils supplémentaires pour les personnes SDF pour qu'elles puissent s'orienter vers les assos de leur quartier. On a aussi des projets avec les associations partenaires. Et puis, on veut développer des formules d'engagement à long terme parce que dans l'appli Entourage aujourd'hui, tu peux faire une action solidaire, une deuxième, mais il n'y a pas vraiment de formule régulière, d'abonnement, de régularité. Donc, les gens arrivent à créer petit à petit des liens de confiance, mais il faut qu'on le structure. Mais voilà, la priorité numéro 1 aujourd'hui pour nous, c'est lever les freins à la rencontre. Et c'est pour ça que je vais laisser Camille, qui a été vraiment le fer de lance sur ce sujet, en parler. Merci. Oui, alors du coup, moi, je me suis formée à l'UX UI Design récemment et donc en projet de fin de formation, j'ai travaillé pour Entourage et notamment sur ce sujet de comment lever les freins à la rencontre avec les SDF. Du coup, je vais vous poser juste 2 petites questions. À votre avis, aujourd'hui, combien de riverains ont déjà approché une personne SDF en pourcentage ? En réalité, il y a seulement 1 personne sur 2 qui a déjà abordé une personne SDF. Donc finalement, c'est peu. Et est-ce que ces personnes ont envie que ça change ? La réponse est oui, puisqu'il y a 54% des personnes que j'avais interrogées qui m'ont signalé qu'en fait, aujourd'hui, elles n'arrivaient pas à aller à la rencontre des personnes SDF, mais qu'elles voulaient que ça change. Et pourquoi ? Parce qu'elles avaient des freins, elles ne savent pas comment aborder les personnes SDF, elles ont peur de leur réaction. Et finalement, tout ça, en fait, Entourage a déjà les clés pour résoudre ce problème avec Simple comme Bonjour, donc la plateforme pédagogique. Mais l'idée, c'était de pouvoir l'intégrer dans l'application. Donc, mon travail, ça a été de développer une feature pour l'application et un nouvel onboarding aussi, que vous allez pouvoir voir ici. Donc, c'est un prototype Marvel. Donc, l'idée, c'était d'avoir un nouvel onboarding qui met plus en avant vraiment tout ce que vous pouvez faire avec Entourage. Donc, de manière très claire, Entourage, ça vous aide à comprendre, ça vous aide à agir et ensuite à vous engager si vous voulez devenir ambassadeur. Ensuite, vous pouvez choisir votre objectif. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre. Donc, avec cette feature, on peut continuer sans inscription. Ce que ça va être, vous allez le voir, juste vraiment du coaching en 4 minutes par jour. Et l'idée, donc, c'est qu'en 4 minutes par jour, vous ayez plus d'informations sur le monde de la rue pour vous aider à lever vos freins et ensuite être capable d'agir et donc, comme l'expliquait Vaïté, de proposer votre aide dans l'application ou de répondre à des personnes qui sont dans le besoin. Alors... on y arrive. Hop. Voilà. Donc l'idée, c'était de rendre un peu ludique le contenu vidéo que vous pouvez avoir sur Simple comme Bonjour, donc avec des quiz qui vont vous aider à faire tomber un peu les préjugés qu'on peut avoir, à en apprendre plus aussi sur ce que vivent les personnes à la rue. Vous avez donc des quiz, des le saviez-vous avec des informations assez chiffrées. Par exemple, là, sur les personnes dans la rue qui sont d'anciennes personnes, d'anciens enfants placés. Des citations aussi de personnes qui travaillent, d'anciens SDF qui travaillent avec Entourage aujourd'hui. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir partager aussi pour faire connaître Entourage et faire en sorte que d'autres personnes lèvent leurs freins. Et ensuite, en fait, la fin de ce petit coaching, donc ça sera un coaching quotidien, se terminerait du coup par un petit challenge qui serait graduel, à voir sur combien de jours aurait lieu cette feature, mais ça serait potentiellement 5-7 jours en fonction des attentes des utilisateurs. Mais l'idée, c'est d'aller un peu crescendo et ensuite d'être capable de pouvoir tenir une discussion avec un SDF et ensuite de proposer son aide sur la feature de coaching. Voilà, donc aujourd'hui, l'équipe technique manque de moyens humains. Je vais pas sortir. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, l'équipe technique est produit. En interne, il y a moi et il y a un développeur en interne. Notre stack, on est sur Angular pour la web app, iOS, Android, on est en natif pour l'instant, mais on est ouvert à faire des POC ou des nouvelles features en React Native. C'est vrai que ça nous intéresse. Notre back est en Ruby on Rails. Et puis encore, ce serait possible de faire des POC dans d'autres technos, ça nous est arrivé. Mais voilà, on recherche
énormément du bénévolat en Android et aussi en iOS. Les modalités, alors aujourd'hui on a quelques bénévoles qui sont en mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'ils viennent par exemple 1 jour par semaine. Quand ils bossent dans une boîte, c'est défiscalisé pour cette boîte, donc c'est assez intéressant. On a quelqu'un qui est en mécénat de compétences chez nous depuis 2 ans et demi par exemple. Il fait vraiment entièrement partie de l'équipe, c'est juste génial. Mais après ça va il y a toutes sortes de formules d'engagement pour les bénévoles. Parfois ils viennent une semaine entière en intermission. Parfois ils viennent juste donner 1 jour de leur temps et en flash et puis c'est tout. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, on peut se parler et j'ai découpé plein de tickets dans notre backlog qui sont un peu pour toutes les formules. Voilà, selon que c'est des tickets voilà, de quelques heures à quelques semaines dans le cadre du coaching. Voilà, c'est vraiment une équipe super sympa. On a des bénévoles data science, UX, design thinking, et puis en tech, bon, à peu près dans chacune de nos technos, mais voilà, tout est encore à faire. Et en particulier pour cette feature de coaching, on a vraiment besoin de vous. Voilà. Je ne connais pas du tout la notion de mécénat de compétences. Tu pourrais expliquer un petit peu comment ça marche? Alors en gros, c'est des boîtes qui ont des bénéfices à défiscaliser. En fait, pour elles, c'est exactement comme n'importe quel don, c'est défiscalisé à 66%. Donc si elle paye quelqu'un 3 jours, en fait, ça veut dire qu'elle paye son salaire une journée et les 2 autres journées de salaire, elle enlève des impôts. Voilà. Donc voilà, elles font des économies d'impôts, elles font un don, mais en partie elles réduisent aussi leurs impôts et ce qu'elles gagnent de leur côté, c'est clairement de la motivation des salariés. En gros, notre bénévole qui est là depuis 2 ans et demi, il avait dit à sa boîte je suis pas très heureux dans le rôle que vous me donnez et je vais démissionner tout de suite si vous me permettez pas d'aller chez Entourage. Et ça fait 2 ans et demi qu'il donc c'est voilà, c'est un bon deal. Ouais. Et en termes de... Je visualise pas bien comment vous êtes organisé en termes de l'équipe technique, s'il y a des gens à plein temps, si vous êtes, s'il y a du staff qui est tout le temps dans vos locaux, s'il y a peut-être... Moi, je suis à plein temps, du coup, je suis vraiment chargée de coordonner le découpage de tous les tickets tech qui arrivent dans tous les sens et de les splitter pour qu'ils soient faisables par des bénévoles qui ont tant d'heures par semaine à donner. Voilà. Donc c'est surtout un travail de produit et de coordination de toutes ces formules de bénévolat. Et puis on a aussi un développeur Grégoire en interne qui est Ruby on Rails senior à la base. Et puis il est en train de se former au dev mobile aussi. Parce que en fait à un moment on a travaillé avec une agence de dev, mais voilà, c'est pas impossible qu'on recrute à nouveau. Depuis qu'on ne travaille plus avec l'agence de dev, forcément, il faut que les développements mobiles front continuent. Et il s'est formé pour savoir faire un petit peu d'iOS et d'Android, notamment avec un coach qui est là en mécénat de compétences. Mais il n'a pas du tout la force de frappe nécessaire. Il peut faire du débugage, des choses comme ça, mais il n'aura pas du tout la bande passante pour faire à la fois le back et le front sur des features comme le coaching. Voilà. Et ensuite, on a aussi l'appui depuis très longtemps d'un CTO très expérimenté qui consacre à peu près 1 jour par semaine. Il est freelance CTO pour des startups différentes et il consacre 1 jour par semaine à Entourage minimum depuis le début du projet. Un des cofondateurs. Moi, je dirais que c'est un des trucs qui m'a attiré dans Entourage, c'est que les cofondateurs avaient un profil tech très haut profil. Jean-Marc Potvin, le fondateur, c'était un ancien VP de Criteo, Yahoo et compagnie. Donc voilà, un de ses meilleurs amis donc était ce CTO bénévole. Je savais que j'allais dans une asso qui avait une forte culture tech. Voilà. J'ai commencé en bénévole, puis ensuite, comme j'ai beaucoup aimé, j'ai été recrutée à temps plein. Voilà. Le mécénat des compétences, c'est activable aussi par des freelances, du coup? Alors, c'est assez drôle, mais on a un bénévole qui est freelance et il est passé par la plateforme Vendredi parce qu'il connaissait Vendredi par son réseau. Vendredi, c'est une plateforme de mise en relation entre les boîtes et les assos. Donc, c'est une plateforme sur laquelle les salariés de grandes boîtes peuvent trouver toutes sortes de missions proposées par différentes assos. Et lui, il est freelance, donc non, il ne peut pas déduire ça de ses impôts. Enfin, pas qu'on sache actuellement. Mais il le fait à titre bénévole quand il est en intermission. Il nous a dit, après tout, c'était pour ça que j'étais devenue freelance, c'était pour faire des choses qui avaient du sens à ma sauce. Donc, ok, je peux le dégréver de mes impôts, mais c'est le choix que j'ai fait en étant freelance de gérer mon temps.
comme je l'entends. Et là, il a réussi à négocier avec son prochain client de bosser à 4 jours sur 5 chez le client. Voilà. J'ai une question plus sur votre quotidien. Ça ressemble à quoi une quotidien pour, par exemple, Grégoire chez vous Nous, on est dans des locaux rue de Rome. Et ça, c'est génial parce que ça fait pas longtemps qu'on a nos propres locaux. Et depuis qu'on les a, on a encore plus de passages du comité de la rue. Genre tous les jours, ils viennent parce qu'on est vraiment leur deuxième famille. Enfin, vraiment. Et donc, il y a encore plus, je dirais, de co-construction parce qu'on peut discuter avec eux non-stop. Dans l'asso entourage, on est 9 salariés et pas mal de services civiques aussi. Donc, les équipes, il y a aussi un pôle animation de communauté, association. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est que comme on est encore une équipe à taille humaine avec 9 personnes, on fait tout le temps des points entre l'équipe animation, l'équipe association, du coup, ça va vraiment très très vite. Par exemple pour le back-office de modération, parce que dans l'appli Entourage, on contrôle tout ce qui se passe dans les groupes de discussion dans l'app. On ne veut pas qu'il y ait des systèmes on veut pas qu'il y ait un abus d'un riverain avec abri qui propose un hébergement sous des conditions douteuses, par exemple. Enfin voilà, je dirais que mon quotidien, pour l'instant, c'est très très flexible parce que mon collègue modérateur, il est juste à côté de moi, donc c'est un travailleur social et je peux. En fait, moi, je venais plutôt d'un background tech, mais j'apprends énormément en confrontant tout de suite, vraiment spontanément sa perspective à la mienne tout le temps. Et donc, côté journée type, il n'y en a vraiment pas du tout parce que la configuration de l'équipe change tout le temps en fonction des bénévoles qui vont et viennent. Une constante, c'est clair que c'est... pour moi, en tant que produit, c'est de devoir sans arrêt découper le backlog en priorité et en ce qui est délégable, ce qui est urgent et important et que je ne peux pas déléguer. Par contre, ce qui est très important mais pas absolument urgent et qui est un sujet de choix pour des bénévoles. Et puis après, le truc qui est négatif du coup de travailler avec plein de bénévoles, c'est qu'en tant que produit, je me tape du coup tous les aspects. Il n'y a personne pour faire le sale boulot sauf moi. Donc je fais tout l'admin. Ça, je me le tape, effectivement. Voilà. Bonjour, donc, nous sommes l'association J'accède. J'accède, c'est une association qui a été créée en 2006 et qui est à la fois un guide et une plateforme de rencontre et qui cherche à recenser, à détailler l'accessibilité des lieux pour les personnes à mobilité réduite. Il y a vraiment deux objectifs. À la fois, c'est une plateforme de partage, une plateforme de partage où les viennent détailler l'accessibilité des lieux. Donc, les restaurants, typiquement, est-ce que les toilettes sont accessibles? Est-ce que les portes sont automatiques? Tout ce genre d'informations. Et c'est également des actions de sensibilisation en public. On organise des soirées ou des journées de recensement d'accessibilité qui se terminent en général par une grande fête. Voilà. Donc moi je vais vous parler plus spécifiquement de la plateforme. Donc chez J'accède, l'idée c'est quand on parle d'accessibilité des lieux, c'est pas de dire c'est accessible ou c'est pas accessible, parce que l'accessibilité ça dépend de beaucoup de choses. Chaque personne a des besoins vraiment spécifiques. Même deux personnes qui ont visiblement le même handicap n'ont pas les mêmes besoins en termes d'accessibilité. Donc l'idée de J'accède, c'est de détailler l'accessibilité des lieux sur la base d'une grille de critères très concrets et pratiques, plutôt que de juger. Et en fait, l'idée, c'est surtout de laisser chaque utilisateur juger de lui-même si un lieu lui est accessible. Donc, chez J'accède, on ne parle pas de personnes handicapées ou quoi, on parle de personnes à mobilité réduite. Les personnes à mobilité réduite, tout le monde en fait est un peu concerné. Ça peut être effectivement quelqu'un qui a un handicap, quel qu'il soit, mais ça peut être aussi une personne âgée, une personne qui s'est cassé la jambe en faisant du sport. Ça peut être les familles avec des enfants en bas âge. On sait qu'on a des contraintes particulières quand on est avec des petits-enfants, les femmes enceintes, etc. Donc en gros, on est tous concernés à un moment ou à un autre
par la mobilité réduite. Quelques chiffres sur la plateforme. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais bon, le chiffre le plus important, en ce moment, on est à un peu plus de lieux détaillés. Voilà. Donc la plateforme, elle est proposée en 5 langues. Donc elle peut fonctionner à peu près partout dans le monde, potentiellement, puisqu'on utilise l'API Google comme base de lieux. Voilà, il y a à peu près 10 000 contributeurs qui ont vraiment contribué des utilisateurs qui ont contribué sur la plateforme. Après, on peut utiliser l'application en tant que bénéficiaire sans créer de compte, quoi. Voilà, et on a en termes de mobilisation, donc sur les événements, depuis la création de l'association, on a fait plus de 500 actions de mobilisation. Donc ça peut être des actions avec le grand public et aussi des actions avec des entreprises. On fait pas mal de sensibilisation en entreprise. Donc, parmi les entreprises, il y a des grandes entreprises comme Accor-Hotel, Expedia, la CNP, qui voient dans J'accède un véritable outil de mobilisation de leur personnel. Donc ça crée une sorte d'émulation. On a une application challenge qui permet à 2 équipes dans une même société de se mettre en compétition, une gentille compétition, on va dire, même s'il y en a qui trichent, pour recenser le maximum de lieux. Alors, je vous présente rapidement le contexte actuel. Sébastien vous présentera plus en détail techniquement après quel est notre besoin. Actuellement, donc, on a une plateforme qui comprend des applications mobiles natives qui ont été développées en natif iOS Android. Les moyens de l'association, comme toutes les associations, ça fluctue. En ce moment, on a une équipe de développeurs assez réduite. Elle est là. Voilà. Donc, Sébastien ne peut pas maintenir et faire évoluer à la fois l'API, donc le back-end, le site web, l'appli native Android, l'appli native iOS. Donc, on réfléchit à migrer vers une solution hybride comme Cordova pour pouvoir générer des applications avec des moyens plus réduits. Donc, nous, actuellement, en fait, on a un site web qui est en Angular et à moitié en Vue.js, parce qu'on a commencé une migration avec le développeur qui était là avant, mais on n'a pas vraiment le temps de terminer. On a les 2 frameworks un peu complexes et difficiles à maintenir. L'idée, ça serait de purger un peu tout ça. On se retrouve avec des problèmes sur Internet Explorer qui ne fonctionnent plus, et Edge également, les robots Google qui voient plus correctement. J'ai mis un pré-render rapidement juste pour qu'il arrive à avoir quelque chose, quoi. Enfin bon, en termes techniques, il y a pas mal de petits problèmes actuellement avec cette version qui est de phase et qui est plus très à jour du site web. Moi, je suis pas mal pris par le développement back-end derrière, la maintenance, l'évolution et correctif de bugs et DevOps. Mais j'essaie de m'occuper un peu du site web et de le reprendre en main depuis que je suis tout seul dessus. On avait commencé à faire du Cordova et pour avoir une solution, pour avoir un site web dans une appli, quoi, et avoir une seule plateforme, un seul développement pour ça marche pas trop mal sur Android. Sur iOS, pour l'instant, c'est page blanche, un peu difficile à débugger. L'idée, c'est d'arriver à avoir ça, quoi. Et en fait, on est plutôt ouvert. Donc, voilà, on aimerait soit terminer la migration vers Vue.js ou carrément partir sur une autre solution. Peu importe. En fait, on est assez ouvert. Aujourd'hui, on vient pas mal pour discuter, entendre un peu vos retours d'expérience pour ceux qui auraient fait de l'hybride. Et puis, s'il y en a qui veulent acheter un œil, donner un coup de main et voilà, nous aider à avancer là-dessus, quoi, pour reprendre tout ça, prendre le projet en main. Voilà. Donc, on espère avoir
du temps pour discuter avec vous. Merci. Du coup, vous avez mentionné que vous utilisiez l'API Google Maps, effectivement. Est-ce que vous bossez avec des gens comme OpenStreetMap ou avec Google Maps, justement, pour ces questions d'accès, pour rendre ces questions d'accessibilité, ces informations que vous collectez sur l'accessibilité au plus grand nombre? Alors justement, actuellement, on essaie de réfléchir à l'ouverture des données. Parce que pour l'instant, les données sont accessibles via notre API, mais sous des conditions à définir en fonction de chaque demande. On aimerait, on est en train de réfléchir aux possibilités d'ouvrir nos données et d'ouvrir notre code source aussi pour avoir plus de contributions. Et en fait, c'est cohérent avec notre démarche et avec le projet. Et pour pouvoir effectivement que des OpenStreetMap puissent intégrer nos données et que tout le monde puisse accéder à ces données qui sont en fait devraient être dans le domaine public. Donc voilà, c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir obtenir facilement. C'est pas le cas. Voilà. On a une API disponible, mais on aimerait l'ouvrir. Juste parce que le framework était sympa, léger, un peu le vent en poupe à ce moment-là. Angular, on en avait marre, ouais, tout simplement, et pas envie de faire du React, d'avoir une grosse machine pour. On voulait être simplifié au maximum le projet. On trouvait que Vue.js s'y prêtait plutôt pas mal. Voilà. Mais encore une fois, on reste ouvert s'il y a d'autres possibilités, quitte à repartir de zéro, effectivement, avec un framework qui nous permettrait de développer sur les 3 plateformes. Ouais. Aujourd'hui, dans l'idée, les mobiles sont isofonctionnels, ou devraient être isofonctionnels. Le site web est fonctionnel. Pardon. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on aimerait en fait. C'est qu'actuellement, non, les applications mobiles sont clairement frisées depuis presque un an. Il n'y a pas eu de nouveau développement. Et à chaque fois qu'on développe une nouvelle feature qui est disponible sur le site web, elles ne sont pas forcément sur mobile. L'idée justement du hybride, c'est d'avoir tout à chaque fois qui évolue beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pas le cas. Étant une application du coup web adaptée qui peut s'adapter au mobile, et du coup on n'est plus à avoir une application native à manière. Alors c'est déjà ce qu'on avait pu voir par rapport à ça à l'époque où ça a commencé, c'est que sur iOS c'était pas super efficace, marchait pas forcément, et en plus on a besoin d'avoir une application native, d'avoir l'application sur le store. Donc quoi qu'il arrive, il faut qu'on compile par rapport aux partenariats divers qu'on a développés et puis la simplicité d'avoir l'application quand même. Voilà. Donc on avait réfléchi au PWA, mais on s'est dit que plutôt c'est clair de développer une application qui de toute façon est responsive et essayer d'adapter au maximum les bonnes pratiques, mais de les avoir sur le store aussi, quoi. Ok, super. Merci, bonjour, bonsoir. Donc nous, on est l'association LPC France et on va vous parler de la plateforme Sugarizer. Lionel, je suis cofondateur de l'association. Et... Je peux même dire fondateur. Co-fondateur, parce que je n'étais pas tout seul. Au début. Et Mickaël, du coup, je suis chez Xebia. Et ce soir, j'ai une double casquette parce que j'ai rejoint l'aventure au LPC France il y a quelques années. 4 ans, 3 ans, 4 ans. D'abord en étudiant et puis en volatile un peu plus âgé quelques années après. Ok, on va commencer par vous raconter une petite histoire. Donc l'histoire du projet One Laptop per Child, qui est ce petit ordinateur vert, tu peux faire la charmante hôtesse, qui est ce petit ordinateur vert pour amener l'éducation dans les pays en voie de développement. Donc c'est un outil éducatif, j'y reviendrai. C'est un projet qui a bien marché puisqu'il y a près de 3 millions d'ordinateurs qui ont été déployés un peu partout dans le monde avec des pays qui ont été saturés. Donc saturés, ça veut dire que tous les enfants du pays ont eu cet ordinateur. Donc en l'occurrence l'Uruguay, le Rwanda. Donc voilà, c'est une très belle machine, un très beau projet porté par une fondation américaine. On faisait partie modestement de l'aventure, l'association LPC France. Donc on a géré un déploiement de 200 ordinateurs de XO. Donc ce petit ordinateur s'appelle le XO, à Nossi Comba, qui est une petite île au nord de Madagascar.
On a fait des déploiements aussi en région parisienne, à Saint-Denis, une 50aine de machines, et puis d'autres petits déploiements plus ponctuels à Lons-le-Saunier et dans un CLIS à Mornan. Donc on est riche de cette aventure, de cette belle expérience. Et d'ailleurs, pour Nossi Combat, qui est un peu notre projet de cœur, les photos illustrent un peu les slides que je présente aujourd'hui. Mais on a voulu aller plus loin parce que le défaut de cette machine, c'est que elle a inventé ce qu'étaient les netbooks à l'époque, mais les netbooks qui sont remplacés aujourd'hui par des tablettes, surtout sur l'éducation. Et donc cette machine, elle est en fin de vie. Et donc on a voulu préserver l'arrêt chef de ce projet-là en se disant on va déployer Sugar, qui est le nom de la plateforme pédagogique qui est portée par cette machine-là, sur la totalité des machines. Donc on a voulu transformer l'essai en se disant on peut finalement apporter l'éducation aussi sur n'importe quel device, que ce soit une tablette, que ce soit un ordinateur ou que ce soit un smartphone. C'est pour ça qu'on appelait ça Sugarizer, parce que c'est sugariser n'importe quelle machine pour en faire la plateforme Sugar. Donc pour faire ça, évidemment, il y a des challenges que j'ai essayé de résumer, qui vont un peu diriger la présentation qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est un ordinateur pour enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Un pour chaque enfant, parce que One Laptop Per Child, ça veut dire un ordinateur par enfant, et c'est important dans les principes du projet. Connecté, c'est aussi important qu'ils soient connectés, et que les enfants soient connectés les uns avec les autres, et qu'ils soient libres et ouverts. C'est une plateforme libre. Alors une plateforme pour enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les enfants peuvent le faire, comme les enfants sur la Nossi Combat. Alors la chance qu'on a, c'est qu'il y a des personnes illustres qui se sont penchées sur ce projet One Laptop Per Child et qui a été soutenu par des gens célèbres. Là, c'est Seymour Papert, qui est, vous le connaissez probablement parce que c'est le co-auteur du langage Logo, notamment le petit langage avec les tortues. Et donc par design, la plateforme Sugar et Sugarizer est issu des théories du constructionnisme qui font en sorte que l'enfant prenne en charge sa propre éducation, apprendre à apprendre. C'est un outil éducatif, c'est pas un ordinateur, c'est un outil éducatif. Et vous le verrez, enfin je vais vous faire une démo rapidement, mais ça encourage la créativité, ça encourage l'exploration, la découverte par les enfants, la collaboration à travers la présence que va nous montrer tout à l'heure Michael, et puis le retour sur les apprentissages à travers un journal. Alors, j'ai des slides, mais en fait, je vais plutôt faire la présentation, la démo. Pendant que tu fais ta transition, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Sugar? Le nom? Parce que sucre. Et parce que les enfants aiment le sucre. Parce que les enfants aiment le sucre, donc ils aiment Sugar. Donc voilà l'interface principale de Sugar et de Sugarizer, qui est là, qui s'exécute sur la machine, mais que vous trouverez exactement de la même façon dans un navigateur, sur un iPad ou sur un Android. Donc l'enfant est au cœur, l'enfant c'est le petit personnage, le XO, voilà, qui est représenté au centre, qui est personnalisable en termes de couleurs, et autour on tourne les activités, c'est-à-dire ce que peut faire l'enfant. Donc vous voyez que ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est fait pour des enfants qui ne savent pas forcément lire, donc c'est entre 6 et 12 ans, l'âge des apprentissages en fait. Donc on peut le découvrir sans avoir à lire les textes et ce qu'il y a dessus. Donc voilà quelques activités que je vais vous montrer, par exemple celle-là que j'aime bien, qui permet de faire des petits engrenages et de les faire tourner. Voilà, par exemple. Il y a des activités créatives de dessin guidé, donc ça c'est une activité qui a eu beaucoup de succès aussi auprès des enfants, parce qu'on ne peut pas rater des dessins. Alors là je suis en train de le rater, mais vous voyez, bon ok. Des choses comme ça, qui est un... Il y a du son. Alors il dit bonjour, enfin il va répéter ce que je vais lui dire. Voilà. Des choses qui mettent de créer, par exemple pour créer des bandes dessinées. Donc voilà, j'ai pris tout à l'heure une photo rapide du lieu et on peut rajouter des bulles, etc. Enfin voilà, c'est créatif. Il y a des choses aussi un peu plus mathématiques. Alors là, on voit c'est des bouliers, mais il y a par exemple j'aime bien celui-là. Donc bon, un boulier ça permet de faire ça. Mais là celui-là il intègre les fractions, et voilà, pour apprendre les fractions, c'est super sympa. Voilà. Ok, et puis on a des contenus aussi qui sont soit des e-books, soit des
des vidéos, donc soit de Canopé, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des vidéos libres proposées par l'éducation qui permettent d'apprendre là les sons, les phonèmes, etc. Ou les vidéos que vous connaissez aussi probablement de la Khan Academy qui apprennent. Voilà. Donc on essaie d'intégrer, hein, on en parlera sur l'architecture des activités régulièrement. On a aussi, tiens, pourquoi je ne le vois pas, Scratch. Non, je le trouve pas, bien, c'est pas grave. Ok. C'est pas grave, je vais pas tout vous montrer parce que sinon on va passer des heures. Il y a la notion de journal, donc je vais vous parler de retour sur les activités, retour sur les apprentissages. Quand on est dans une application comme Word, comme PowerPoint, comme Excel, comme toutes ces applications-là, à un moment donné on veut sauvegarder son contexte et on le sauvegarde dans un fichier. Tout ça c'est des choses pour les informaticiens, pour les enfants ça n'a pas de sens, et donc on a un journal qui reflète en fait toutes les activités qui ont eu lieu sur la plateforme et qui permettent de retrouver, donc on voit le journal de tout ce qui a été fait, voilà, il y a 1 heure, il y a 20 heures, il y a 20 minutes, il y a 2 jours, il y a 3 jours, et c'est comme ça qu'ils stockent ce qu'a fait l'enfant, et on retrouve les contenus dans l'état où ils ont été faits la dernière fois. Voilà pour vous parler rapidement de la plateforme, et on va revenir sur les slides si j'y arrive. Voilà, ici. Donc voilà, le journal, les activités, donc voilà une map qui nous montre les activités. Comme vous le dira tout à l'heure aussi Michael, on peut aussi intégrer la totalité des applications du store Google. Il vous expliquera par quelle magie c'est possible. Donc voilà ce que c'est la plateforme. Maintenant, le sujet c'était un pour chaque enfant. On est parti d'un ordinateur qui est ce petit ordinateur vert qui est sur une distribution Linux qui est écrit en Python. L'interface Sugar est intégrée en Python avec GTK. Bon, c'est sympa, mais c'est difficile à porter. Essayez de mettre ça sur un iOS ou sur un Android, vous allez voir. Donc la refonte complète de Sugar, la réécriture de Sugar avec Sugarizer, ça s'appuie sur du HTML et du JavaScript, donc c'est pas nouveau par rapport à ce qui a été dit dans les présentations précédentes. Donc le choix qu'on a fait, c'est effectivement d'avoir une architecture assez différente entre le corps de Sugarizer, qui est l'interface que vous avez vue là, et le développement d'activités. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir facilement développer des nouvelles activités, intégrer des nouvelles activités, et donc laisser beaucoup de souplesse à un développeur de développer son activité. Et en l'occurrence, on n'impose pas un framework pour développer une activité. Donc je passe rapidement sur l'architecture. Il y a le corps de Sugarizer qui est écrit avec un framework JavaScript qui s'appelle Enio, et après les activités peuvent être écrites en n'importe quel framework et vont s'intégrer directement. Donc on a beaucoup d'activités qui sont écrites en JavaScript natif, en Vanilla.js, mais on a des activités en React, on a des activités en Vue.js. On a plein d'activités différentes, et ça permet justement facilement de contribuer. C'est-à-dire qu'un contributeur, sur notre site web, la première chose qu'on fait, c'est le tutoriel, et le tutoriel il explique comment créer une nouvelle activité, et donc un développeur JavaScript HTML, il peut facilement développer avec le framework qu'il veut une nouvelle activité. Si on reste sur l'architecture, on a aussi, comme là aussi je l'ai entendu dans les présentations avant, fait le choix d'avoir le même code sur toutes les plateformes. Donc on veut couvrir n'importe quelle plateforme. Sugarizer, c'est n'importe quel ordinateur peut devenir une plateforme éducative. Donc on encapsule toutes les activités, le cœur de Sugarizer, dans des WebView, donc soit avec Cordova pour les applications mobiles, soit avec Electron pour les applications PC. Alors parle-nous par exemple de Cordova. Alors Cordova, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un framework qui va permettre de créer des applications iOS et Android à partir de TechnoWeb. Donc l'idée, c'est généralement vous avez votre application web app et vous voulez la transformer en mobile. Sur l'association, comme on voulait exactement les mêmes sources, à la fois pour des problèmes de maintenance et même en termes d'expérience, on a choisi cette solution-là. Donc on garde évidemment toute la stack d'avant. Donc on va garder le cœur en Enio. Finalement, les frameworks, on les connaît même pas forcément. C'est les gens qui développent les activités. Et derrière, on va créer un conteneur. Donc en fait, l'application qu'on va pousser sur les stores ou donner en lien direct, parce qu'on ne va pas forcément déployer sur tous les stores et dans certains pays, il n'y a pas forcément accès aux stores. On va créer une application qui utilise Cordova. On intègre notre code web classique. On rajoute du coup un plugin. Alors ce plugin, en fait, à quoi il sert ? C'est du code écrit pour l'instant en Android qui va permettre d'interagir avec les fonctionnalités Android. Tout à l'heure, Lionel a un peu spoilé en parlant du Play Store. L'idée, c'est quand on est sur la version Android, on va avoir un plugin qui va être capable d'intégrer les applications dans la spirale.
Si tu vas montrer la petite démo, je pense. Oui, vas-y, mais fais. Très bien. Donc on a la spirale classique et nous on a créé un bridge en fait qui permet de demander à Android quelles sont les applications installées. Elles apparaissent dans la roue. Ah. Bon, l'effet démo. Elles apparaissent dans la roue et on peut les lancer. Après, ça permet aussi d'avoir accès à des capteurs type caméra, GPS, etc. si on avait des besoins spécifiques. Bon, en l'occurrence, le GPS, c'est pas forcément le plus pertinent. Mais la caméra, par contre, oui. Parce qu'en fonction iOS, Android, téléphone, Fire, enfin les Amazon Fire et whatever navigateur, le problème c'est que la gestion des caméras, à coder tout seul, c'est trop compliqué, on n'a pas la charge, c'est pas forcément maintenu. L'intérêt de passer par ce plugin là qui est fait par Cordova, qui est un projet Apache, eux ils ont déjà adressé la majorité des devices. Donc on réutilise l'existant pour avoir une gestion simple de la caméra et des plugins. Pareil pour la version PC, ordinateur, que ce soit Windows, que ce soit Mac, que ce soit Linux, on repart du même principe, hein, donc c'est l'encapsulation, donc la stack de base, et c'est Electron. Alors je ne sais pas si ça vous parle Electron, mais en fait c'est une espèce de packaging de Chromium, donc la version open source de Chrome et de Node.js, qui permet là aussi d'avoir un packaging qui ressemble à une application, qui s'installe comme une application, mais qui est en fait un contenu web derrière. Et à travers Electron, on peut aussi accéder, et il supporte HTML5 et il permet d'accéder par exemple à la caméra, comme tu le disais. Donc on a exactement la même expérience dans l'environnement aussi Linux, Mac et PC. L'autre challenge, c'est connecter. Alors, je vais laisser Mickaël parler, mais je veux juste commenter cette photo-là, parce que sur le projet Nossi Combat, qu'on a déployé nos ordinateurs à Madagascar, on voulait amener la connexion et on a fait une liaison Wi-Fi 15 km au-dessus de la mer, donc vous voyez, pour arriver à un point ADSL. Et ça, c'est notre ingénieur spécialiste qui fait le repérage. Et effectivement, ils avaient accès dans l'école à Google Madagascar. Du coup, on va parler collaboration. En fait, ces outils-là, c'est des outils éducatifs. Donc, on a pu voir les applications que Lionel a pu lancer en solo, on va dire. Ce qui se passe, quand on va déployer ces tablettes avant les PC, l'idée, c'est d'avoir un écosystème, une émulsion entre les enfants. Et pour ces émulsions, pour qu'elles puissent se faire, en fait, on va créer des manières de rendre connectables les enfants. Donc, je ne sais pas si tu veux que je parle directement de ce petit boîtier-là. Non, on parle déjà de comment ça fonctionne. Ok. Bah, concrètement, quand on va lancer l'application, qu'on soit sur un navigateur web, mobile, n'importe quelle plateforme, on va se connecter à un serveur qui va s'occuper d'afficher tous les gens qui sont connectés. Quand on va démarrer une activité et qu'on va vouloir la partager, donc là la démo arrive, je pense. Ah oui, la démo arrive. Oui. Quand on va vouloir la partager, on va indiquer aux autres utilisateurs. Pardon. C'est pas grave. On va indiquer aux autres utilisateurs qu'on crée une session pour que les gens puissent la rejoindre. Parfait. Donc là, on est sur une appli en Electron. Et donc sur la page collaboration, Lionel, sur un autre device, a créé une session Paint et il va pouvoir la rejoindre. Je tiens la tablette. Oui, bah, je n'arrive pas à tout faire. Je vous fais un magnifique dessin. Je vais changer de la couleur. Donc là, l'intérêt d'avoir une seule brique de code réutilisable, on peut le voir tout de suite. On est sûr que ça marche sur nos différentes plateformes. Et là, qu'on soit sur une tablette Android, un navigateur, enfin là, une application Electron, que ce soit dans un navigateur, que ce soit sur iPad, iPhone ou Android, on s'en fiche un peu. L'intérêt, c'est d'avoir le même jeu de fonctionnalités qui va tourner. Donc ça, c'est une des briques qui a été écrite par moi au début, enfin, parce que l'application Paint, là, c'est moi qui l'avais faite il y a 3-4 ans. C'est peut-être pour ça que tu voulais que j'en parle. Oui. Et donc la partie collaboration, c'est vraiment ce qui va créer l'émulsion entre les différents utilisateurs. Et donc là, c'est un cas sur du Paint. On l'a aussi sur d'autres applications, type des petits jeux. Et l'intérêt de notre architecture, on va reboucler dessus, c'est de permettre ce genre de choses. On essaie de modéliser du coup l'architecture serveur qu'on a actuellement. En fait, on a plusieurs points d'entrée. On a les points HTTP classiques et en WebSocket. En HTTP, ça va être on va dire les requêtages des pages ou des activités ou des vidéos, par exemple. La partie WebSocket, c'est ce qui s'occupe du temps réel. Donc, quand Lionel trace un trait sur le dessin, on va plutôt utiliser ce genre d'interfaces qui sont beaucoup plus rapides et qui permettent qui sont pensées pour le temps réel. Derrière, on a une API. Donc, je me connecte, je crée un compte, je vais pousser dans le journal, par exemple.
Ok, API, en gros, c'est un programme qui va recevoir les requêtes réseau, et qui n'a pas forcément d'affichage, c'est pas le but, et qui va être capable, du coup, dans notre cas, de créer les utilisateurs, de les sauvegarder, de lancer des sessions. Et ça tourne via des technologies, là c'est du Node.js, donc le serveur est en Node.js, et on a une base de données en MongoDB. Donc ça, c'est ce qui permet de faire toute la logique sans affichage, sachant que le projet aujourd'hui tourne sans Internet et en offline aussi. Donc si on est connecté à un serveur, on a ça. On peut avoir une expérience un peu dégradée dans des conditions où on n'a pas Internet. On aura toujours les applications, mais on n'aura pas accès aux fonctionnalités réseau. Le dashboard, on va le présenter juste après, qui va servir de panel d'administration. Donc l'intérêt, tu peux laisser, je vais le présenter directement. En fait, c'est un projet assez récent aussi, c'est 1 an et demi. Ouais, 2 ans, ouais. 2 ans. Où en fait, on commence à avoir un certain nombre d'activités. Et en fait, on travaille souvent avec les professeurs pour récupérer les feedbacks. Et en fait, c'est une des demandes qui arrive forcément, c'est comment les enfants utilisent les applications. Comment est-ce que je peux savoir lesquelles sont les plus populaires, les moins utilisées? Est-ce qu'il y a des utilisateurs qui sont ultra actifs? Quels sont les facteurs qui font qu'une activité est peut-être mieux qu'une autre? Mais pour ça, on a besoin de données. Donc le dashboard, c'est l'accumulation de statistiques et la visualisation par les professeurs. C'est ça. En fait, ça permet de suivre ce qui se passe sur le déploiement, parce que c'est une demande. Lorsqu'on était à Madagascar, on n'était pas sur place et c'était compliqué de suivre le déploiement à distance. Là, l'idée, c'est d'avoir un tableau de bord qui permet de savoir ce qui se passe, de savoir ce que font les activités, et même tout simplement lorsque les enfants font une production parce que l'enseignant le demande, de pouvoir récupérer les productions des enfants et que l'enseignant puisse voir ce qu'ont fait effectivement les enfants. Je rajoute juste un point. Cette partie-là, en fait, ça... Au niveau du serveur, on va l'expliquer après. Ça part pas sur des analytics de Google, ça passe pas sur Internet. On a pensé ça pour que, en plus c'est des enfants, donc on a pensé le système pour que ce soit pas, privateur, on va dire, que ce soit assez pensé en évitant la fuite de données. Donc ça sort, quand on est dans une école, ça sort pas sur Internet. Ça va rester dans un déploiement local qu'on va expliciter juste après. Je veux bien que tu reviennes juste sur la slide d'avant. Pardon. Merci. Et du coup, le client, c'est le code classique de l'application. Téléphone, mobile ou web. Je la fais? Oui, tu le fais, oui, bien Très sûr. bien. C'est surtout que c'est toi qui l'as piloté, donc... Donc, une des problématiques qu'on a eues, c'est comment déployer du coup dans des écoles tout un système qui fonctionne. Sachant que dans certaines classes, soit il n'y a pas de Wi-Fi, soit il y a du Wi-Fi, mais c'est compliqué, il y a des proxys, il y a... des problématiques de comment on tire des câbles. Des fois, on a vu des situations où en fait il y avait du Wi-Fi, mais il fallait payer par IP, par personne. Enfin, c'était impossible. Et donc, ce qu'on a imaginé, c'est un projet qui s'appelle le Sugarizer Schoolbox, où en fait, l'idée c'est d'avoir un boîtier qu'on donne au professeur. Il branche. S'il y a de l'Ethernet, il le branche. Mais s'il y a juste du courant, il le branche. Et ça fournit du coup un point d'accès Wi-Fi sur lesquels les tablettes, parce que généralement on déploie des tablettes, vont pouvoir se connecter et vont permettre d'avoir toute la partie collaboration qu'on a présentée jusqu'avant. Donc, parce que ces tablettes-là, il faut bien qu'elles soient connectées ensemble d'une manière ou d'une autre. Donc ce boîtier, du coup, peut fonctionner sans Internet. Et au niveau des statistiques, le dashboard va être disponible aussi dessus. Donc on va pousser les statistiques, les analyses, les analytics sur ce genre de boîtier pour éviter la fuite de données. Et ça marche sur un Raspberry. Derrière, c'est un Raspberry. Donc ça, c'est un projet du Google Summer of Code dont on va parler juste après. Donc les briques techno, c'est les mêmes. Pour faire tourner nos applicatifs, du coup, on utilise Docker. Sur du Raspberry, ça marche. C'était un peu expérimental il y a quelques années, et puis là, ça commence à être pas mal. Et derrière, donc c'est un Raspberry. Donc en termes de coût, l'intérêt, c'est des cartes qui coûtent 30-40 $. On rajoute une petite micro SD, ça coûte pas si cher que ça. Et c'est trouvable assez facilement. Donc quand on veut montrer une infra, il suffit de passer une commande, on l'a rapidement, quoi. C'est pas du matériel spécifique, c'est assez simple de développer là-dessus. Bon, on a l'impression, parce que nous on est allé à Madagascar, il n'y avait rien, et on a l'impression qu'en France il y a tout, etc. Mais en fait les localités sont pauvres, et c'est pas facile forcément d'avoir un accès Internet dans les classes, c'est pas facile forcément d'avoir une infrastructure. Donc effectivement, même en France, avoir un serveur de contenu dans une classe, ça a vraiment de la valeur. Donc limiter le coût de ça, c'est important. C'est un projet libre, open source et ouvert.
Donc le code est disponible sur GitHub sous licence Apache. C'est un projet qui a démarré il y a 5 ans, puisqu'en fait nous on a beaucoup investi au départ sur la plateforme Sugar et sur les XO, et on a fait la transition. Donc je suis l'auteur au départ de Sugarizer, et se sont rajoutés donc des développeurs qui ont beaucoup travaillé sur les activités. En fait, moi j'ai surtout travaillé, je travaille toujours nuit et jour, enfin surtout la nuit et le week-end sur le code du cœur de Sugarizer, mais après les activités se rajoutent. Donc toi tu en as développé 4, et chaque fois il y a des contributions de nouveaux développeurs qui font. On a donc une quarantaine de contributeurs un peu partout dans le monde, parce que comme le projet OLPC, la plateforme Sugarizer touche le monde entier. On est soutenu par Google à travers des programmes, je ne sais pas si vous les connaissez, on ne va pas forcément faire trop long là-dessus, mais qui sont Google Summer of Code, qui permettent d'avoir des étudiants en informatique qui sont payés en stage par Google pour participer au développement. Je sais que Open Food Fac, vous utilisez ça aussi. Et puis Google Coding, qui est intéressant aussi, qui est là pour des étudiants de 14 à 17 ans, qui sont donc pas forcément informaticiens, mais qui savent déjà faire beaucoup de choses, et notamment le tutoriel, ils sont capables de le faire. Donc n'importe qui peut développer une activité sur Sugarizer, parce que des enfants de 14 à 17 ans l'ont fait. On en avait 50 cette année, ça vient de se terminer là, et ils ont fait le tutoriel en entier, donc ils ont développé complètement une activité pour Sugarizer. Alors, on a été discret sur notre association. On est une association qui a eu une certaine ancienneté. On a 10 ans d'ancienneté. On a beaucoup œuvré sur le projet OLPC. On a été l'association la plus active et reconnue comme telle. Aujourd'hui, on fait une transition, parce qu'on fait une transition, vous l'avez compris, de plateforme. Et donc, on fait la transition aussi par rapport à notre association et ce qu'on est. Donc, l'année prochaine, et c'est dans notre roadmap à nous, on se transforme en quelque chose qui s'appelle les développeurs, dont l'objectif est de regrouper les ressources libres et les volontés de faire du logiciel libre dans les écoles. Donc voilà, donc c'est à travers Sugarizer, mais c'est à travers d'autres initiatives. Il y a plein de bels outils qui sont dans les écoles et qui sont faits par des développeurs de logiciels libres et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc on veut essayer de structurer ça. Il y a quelques années, Najat Vallaud-Belkacem, qui était la ministre de l'Éducation, avait fait le choix de faire du Microsoft partout dans toutes les écoles. Sauf qu'elle disait, bah voilà, le problème c'est qu'il n'y a personne à qui on peut s'adresser pour gérer les communautés, pour gérer l'open source. Nous on dit que si, et on veut essayer de structurer ça. En tout cas, c'est notre ambition pour l'année prochaine. Voilà, merci. Donc la question en version résumée, c'est est-ce qu'on a des guidelines pour la création d'activités, que ce soit graphique, pour évidemment que les enfants puissent s'en servir correctement. Oui, enfin alors je suis passé assez rapidement dessus, mais on a quand même une librairie JavaScript qui est intégrée dans chaque application, qui permet d'avoir des feuilles de style, des CSS, qui permettent de retrouver la même interface et la même expérience. Donc voilà, donc même si le framework peut être n'importe lequel, on a quand même des feuilles de style qui permettent de retrouver les boutons, de retrouver l'interface et de remplir le journal, parce qu'en fait une activité, la particularité d'une activité Sugarizer par rapport à une application web traditionnelle, c'est qu'elle va renseigner des informations de contexte dans le journal pour que l'enfant les retrouve, et elle va pouvoir collaborer avec les autres, donc gérer la présence telle que l'a expliqué Michael tout à l'heure. Donc c'est les deux librairies, on va dire, c'est dans cette librairie là que sont intégrées ces fonctionnalités là, plus la partie UI pour les enfants. Par contre, en termes de guidelines, c'est simple, hein, il faut que ce soit le plus simple possible, le moins de texte possible, l'interface la plus épurée possible, le moins de couleurs possible. On a zéro publicité. 95% des applications dans les stores pour les enfants ont de la publicité, quand même aberrant. Donc voilà, les guidelines, on fait le moins riche possible et le moins perturbant possible, parce qu'on s'adresse à des enfants. La question c'est, imaginons que j'ai envie de contribuer sur le projet. Est-ce qu'il y a des ressources sur lesquelles je peux m'appuyer pour commencer? Comme tu as contribué et tu as été un contributeur, je pense que tu es le mieux placé pour répondre à ça. En fait, dans la communauté, du coup, que ce soit pour l'environnement Python ou pour l'environnement JavaScript, il y a un wiki et rien que sur GitHub, déjà, il y a des activités de base. Donc, sur le projet, en termes de code pur, pour les gens qui ont envie de foncer dans le code, il y a un template d'activity qu'on peut ouvrir et regarder comment ça fonctionne. Et après, de manière générale, on trouve de la documentation sur les même étape par étape. Donc, inclus d'abord telle chose, lance ton application, et on a des... Typiquement, c'est ce qu'on donne aux étudiants du Summer of Code ou du Coding quand ils s'inscrivent. On leur demande un petit exercice simple, on leur demande de faire tourner l'environnement et de modifier 2-3 chaînes de texte pour être sûr qu'ils ont réussi à créer une application. Donc oui, il y a tout ce qui est onboarding, etc. On l'a.
et c'est trouvable assez facilement. Ça grossit à chaque fois parce que comme les étudiants publient leurs trucs, on monte dans les recherches Google dès qu'on tape. On n'a pas de plateforme d'intégration continue. Enfin, si sa question allait jusqu'à là, on n'a pas ça encore. Non, et après, c'est pas pour builder le projet, comme ça tourne offline, on n'a pas besoin de setuper tout l'environnement du serveur, etc. si on veut commencer. On peut le faire, on a mis du Docker Compose pour ceux à qui ça peut parler, pour facilement déployer le serveur, la partie temps réel. En une ligne, c'est fait. Et dans la doc, dans le README Markdown, on l'a mis. Mais on peut faire même toute petite itération en disant « Ah, j'ai déjà un peu de JavaScript par-ci, par-là que j'ai envie de mettre. » Ça se fait en 5 minutes. En vrai, 10 on minutes, clone a le dépôt et on a déjà sur le poste, sans rien avoir à installer, des pages HTML JavaScript qui s'exécutent et qui permettent de tourner dans le navigateur pour voir exactement ce qu'on a vu là, à l'exception de la partie serveur, puisqu'effectivement on l'a pas. Mais donc notre ambition aussi, c'est d'avoir le niveau le plus faible possible de prérequis pour que les développeurs puissent contribuer. En fait, ça c'est important. Alors, est-ce qu'il y a un App Store? Non, il n'y a pas d'App Store. En fait, c'est un vrai choix éditorial de choisir les activités qui sont embarquées. Donc après, n'importe qui peut développer des activités. Par contre, dans le repo, c'est nous qui décidons lesquelles on embarque parce qu'il faut qu'elles aient du sens. Il faut aussi qu'elles soient testées. On veut vraiment avoir une expérience qui soit la même sur toutes les plateformes. C'est important. Donc ça veut dire il n'y a pas de miracle. Il faut le tester sur toutes les plateformes. Et bon, on sait qu'en JavaScript et HTML, ça a l'air miraculeux, mais ça ne l'est pas, d'une plateforme à une autre. Alors bientôt, il n'y aura plus qu'un navigateur qui sera Chrome, et comme ça sera beaucoup plus simple. Mais tant qu'on n'en est pas encore exactement là, il faut quand même tester sur toutes les plateformes. Et il le fait, même sur le device Amazon. Hein, oui. Et même IE. Oui. Enfin, Edge, parce que IE quand même. Merci. Donc bonsoir à tous. C'est cool qu'il y ait déjà une partie de l'audience qui connaisse Open Food Facts. Pour les autres, du coup, je vais présenter rapidement le projet. Donc en fait, on est une espèce de Wikipédia pour les produits alimentaires. Et l'idée, c'est d'améliorer l'alimentation de tous. D'accord, donc ça va pas marcher. Donc l'idée, de base, c'est que quand on est dans un rayonnage de supermarché, qu'on est au rayon des céréales, c'est ultra complexe. Si on veut choisir les meilleures céréales pour ses enfants, il faut retourner tous les paquets un par un. Et sur chaque paquet, on a plein d'informations en vrac, donc les ingrédients, le tableau nutritionnel que moi personnellement je suis jamais arrivé à lire. Et on s'est dit, du coup, s'il y a des projets citoyens comme Wikipédia, comme OpenStreetMap qui sont arrivés à construire la plus grande encyclopédie du monde, la carte la plus précise de l'ensemble de la planète, même plus précise que Google Maps, pourquoi on n'arriverait pas à faire la même chose avec la connaissance alimentaire? OpenFlux, c'est en fait une base de données ouverte et collaborative qui fonctionne avec une application mobile, donc pour Android, iOS ou même Windows Phone, pour les gens qui ont des Windows Phone dans la salle, et qui permettent du coup tout bêtement de scanner un produit et d'avoir de l'information dessus. C'est également un site internet où on va avoir une fiche détaillée du produit avec des informations comme les ingrédients, la nutrition, mais aussi plein de trucs sur le recyclage, l'huile de palme et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus de 700 000 produits qui ont été référencés. Il faut se dire qu'on est parti en 2012 de 0 produit. Donc en fait, les 700 000 produits, c'est le travail de dizaines de milliers de personnes comme vous et moi, en fait, qui ont pris des photos de produits et qui ont tapé l'information sur les emballages pour libérer cette information et la rendre accessible à tous. Alors, quelles utilisations on peut faire d'un tel projet? Déjà, décrypter les étiquettes. Ça, c'est le Nutri-Score. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un score en fait, qui a été créé par le professeur Hackberg, le directeur du programme national Nutrition Santé. C'est la personne qui a inventé les 5 fruits et légumes par jour, le manger-bouger. C'est un score de A à E qui permet même à un enfant de 10 ans de comprendre que le petit perroquet sur son paquet de céréales, il est peut-être cool, mais quand il va voir que 5 fois, 6 fois que le perroquet il est toujours E, ça lui permettra peut-être d'aller chercher un paquet qui est par exemple noté C ou B. Donc typiquement dans un rayon de céréales, vous y allez avec vos enfants,
C'est comme un peu avec quand on dépasse, quand on est à 51 sur la route, votre enfant dit « Ah, bah ouais, papa, il devrait être à 49 ». Donc là, l'idée, c'est à terme, ça c'est un contributeur qui a fait ce montage-là, à terme, dans un rayon, on peut comparer tous les biscuits entre eux et aller chercher voilà, le paquet C plutôt que le paquet E. Donc c'est un outil qui permet vraiment d'avoir une vision plus concrète. Donc ça, c'était ce qu'on avait imaginé, ce que les contributeurs avaient photoshopé. Et ça, c'est une photo qui a été prise il y a quelques mois dans un rayon de supermarché. Et c'est le rayon des plats surgelés et on voit du Nutri-Score partout. Donc voilà, on passe d'un truc sur mobile, imaginaire, etc., à quelque chose qui devient réel et qui permet de faire des choix plus informés sur des produits. Donc ça permet effectivement de faire de meilleurs choix et de comparer les produits entre eux. Donc ça, c'est notre rayon de céréales de tout à l'heure. Avec tous les points, tous les points sont un paquet de céréales. Donc ça, c'est les Smacks que je mangeais quand j'étais petit. Il faut s'imaginer que sur les Smacks, il y a la moitié de la hauteur des Smacks, c'est du sucre pur. C'est, je sais plus, 43%. Voilà, 43% de la hauteur du paquet, c'est du sucre. Et voilà les céréales que j'aurais probablement dû manger, les cornflakes nature. Mais vous savez, c'est les céréales où on rajoute du sucre, en fait, parce qu'elles sont dégueulasses. Donc en fait, voilà. Donc il y a ça, il y a ces utilisations directement au sein du projet. Ça, c'est des graphes que vous pouvez créer en 2 minutes sur la version web d'Open Food Fact. Vous choisissez les céréales pour petit déjeuner, vous voulez voir s'il y a des additifs, des sucres, etc. Et vous pouvez personnaliser votre graphe et aller vous balader votre souris sur votre rayon de céréales. Il y a aussi plein d'apps qui ont émergé grâce à Open Food Fact. On a plus de 100 applications mobiles pour des publics très variés. Ça va des diabétiques, de l'intelligence artificielle, à des apps pour les handicaps. Notamment, s'il y en a parmi vous qui utilisent Yuka, on a permis leur création parce qu'on a été très longtemps la base de Yuka. On a aussi de nombreux sites web, notamment on parlait de Sugarizer. On a combien de sucre, howmuchsugar.fr, qui permet aux enfants de deviner combien il y a de sucre dans des journalistes, des data, et aussi plus de 100 publications scientifiques, ça on y reviendra. C'est très stimulant pour les contributeurs, ça permet aussi de faire progresser la science citoyenne. Donc voilà, des apps si vous êtes préoccupé par la transition écologique. Ça, c'est un développeur diabétique qui a développé une app par les diabétiques, pour les diabétiques, donc avec les doses d'insuline à s'injecter, etc. Donc là, il se sert d'Open Food Fact, par exemple, pour personnaliser, pour calculer les volumes de sucre dans les aliments. Il y a des choses aussi très amusantes sur, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué les petits ovales sur les emballages, ça vous permet de géolocaliser les produits. Donc on arrive à faire une carte d'Europe de tous les produits alimentaires. Et donc l'usine de Leader Price qui fait aussi les biscottes des autres marques. La science citoyenne, du coup, les données qui sont récoltées par vous, moi, tout le monde, elles servent aussi à faire des papiers de recherche. C'est-à-dire que du coup, par exemple, le professeur Hackberg, il est capable d'analyser l'ensemble des produits français pour voir si son Nutri-Score fonctionne bien. Et du coup, toute cette mobilisation, cette mobilisation, jeu de mots, en fait, elle est rendue grâce, sur le logo de la première slide, vous aviez pu remarquer ces deux petits personnages avec leur mobile, c'est iScan. Notre slogan d'ailleurs c'est Yes we scan, et l'idée c'est qu'avec son téléphone mobile, on a le pouvoir de changer le monde. Et le mobile, ça a été un truc clé dès le début d'Open Food Fact. C'est un tweet qui date de 2012, en train de coder une petite app avec PhoneGap et jQuery. On va y arriver. Et 6 ans plus tard, cette petite app, elle a eu pas mal d'impact. On a fait du coup, c'est la première base de données mondiale librement réutilisable sur les produits alimentaires. Ça informe le grand public, les professionnels. Voilà, et ça a créé des écosystèmes assez puissants. On a 1 million d'utilisateurs. On a annoncé notre premier million d'utilisateurs le mois dernier. Et on a libéré collectivement plus de 700 000 produits. Voilà, 1000 nouveaux produits par jour, c'est complètement dingue. On pensait qu'on finirait par atteindre un pic, mais l'industrie alimentaire est ultra créative, donc on continue à avoir de nouveaux produits chaque jour. Ça c'est uniquement la France, hein. C'est même pas la croissance internationale, etc. C'est la créativité de l'industrie agroalimentaire française. On en est à 400 000 produits rien que pour la France. Et du coup, voilà, on a pas mal de pays qui commencent à avoir des produits. Donc la France est encore très très bleue, hein, parce que c'est le pays d'origine d'Open Food Fact.
Et du coup, ça cartonne. Là, en septembre, Stéphane a été sur Envoyé spécial. Donc c'est super cool. On a eu 5 minutes de pub gratuite en prime time. C'est peut-être un peu moins cool pour nos amis les serveurs qui ont fondu. Ça a été quelques jours assez rock, on va dire. C'est-à-dire qu'on avait mis un serveur free, nous avait donné 2 serveurs, on en avait mis un en production, on a dû mettre le 2e en production en catastrophe. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que voilà, on est premier sur les App Store et des utilisateurs qui sont méga contents, même si y a eu des bugs, etc. Et donc pour en revenir à cette petite app jQuery mobile, elle est encore là 6 ans après. C'est-à-dire que les utilisateurs iPhone ont encore cette app puissante, bien conçue, mais qui commence à faire sentir son âge. Donc les utilisateurs l'utilisent parce qu'ils ont conscience qu'elle est puissante et qu'elle permet d'avoir un impact assez grand. Mais qu'est-ce que ça serait si on avait des codeurs, des designers, si on faisait une application avec les technos d'aujourd'hui pour répondre aux attentes d'aujourd'hui? Et c'est ça, c'est aussi les challenges qu'on a. C'est qu'on est une association loi 1901, on est tous bénévoles, on croit énormément à tout ce qui est tech for good, etc. Donc à court terme, il faudrait qu'on lance une nouvelle version iOS, comme on l'a fait sur Android. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui touchent à ces technologies-là, mais voilà, iOS, React, enfin on est assez, également comme les autres associations, on est ultra flexible sur le choix des armes. Et puis ensuite, imaginez aussi l'app, donc une application qui puisse faire les fonctions principales OpenFact, c'est-à-dire scanner, contribuer et afficher aussi l'information dans sa langue maternelle. Et puis imaginez penser les fonctionnalités des versions suivantes, parce que les gens nous demandent beaucoup de choses. Sur Android, on a déjà trouvé des devs, et voilà ce qu'on peut faire, des choses assez sympas. Donc là, par exemple, on a un scanner en continu. On a mis en place, donc on peut scanner des dizaines de produits à la suite sans même toucher son écran. Là, c'est quelque chose qu'on a fait avec les données de l'agence de la Commission européenne sur les additifs. Donc on peut faire des choses assez sympas. Les principales fonctionnalités de l'app, c'est de permettre à chacun et à chacune de devenir un acteur ou une actrice de la transparence alimentaire. Donc de permettre à tous de contribuer, de photographier de nouveaux produits, même si on a des conditions dégradées, si on est dans des pays où il y a peu de réseau ou pas de réseau Internet, où ça coûte très cher. Effectivement, c'était les problématiques soulevées par One Laptop Per Child, et quelle que soit sa langue. C'est-à-dire que si on parle brésilien, si on parle vietnamien, il faut pouvoir contribuer dans sa langue d'origine. Donc voilà, ça c'est et aussi gérer tous les produits qui sont parfois en plusieurs langues. Par exemple, ne serait-ce que chez nos amis belges, il faut gérer le français et le néerlandais. Donc accessible dans toutes les conditions, c'est-à-dire que là, l'application Android permet déjà d'ajouter des produits hors connexion. On peut pas encore, et on a fait des petits tests, on pourrait même embarquer un pays entier sur un téléphone. Comme Google Maps vous permet de stocker toute une ville sur votre téléphone, on pourrait stocker l'ensemble des produits d'un pays, même la France, sur un téléphone. Et enfin, masquer la complexité. L'idée, c'est qu'un produit alimentaire, c'est très complexe. Donc il faut arriver à resynthétiser, rendre ça clair et didactique pour que même un enfant puisse comprendre tout ça. Il y a aussi quelque chose qui nous tient à cœur, mais ça, vous avez commencé à le sentir sur mes slides précédentes, c'est qu'on construit des trucs pour tout le monde. C'est le slogan de Google, Building for Billions, construire pour vraiment tout le monde. Il y a 2,5 milliards d'utilisateurs mobiles sur la planète. Donc on parle d'une app qui a potentiellement tout le monde mange. Donc c'est des centaines de millions d'utilisateurs qui pourraient bénéficier de la transparence alimentaire. Donc il faut que ça fonctionne hors connexion, il faut que ça fonctionne vraiment dans toutes les conditions. Par exemple, si on est dans un supermarché avec pas beaucoup de Wi-Fi, même en France d'ailleurs, c'est utile pour, même en France, c'est en sous-sol généralement, construire une app qui fonctionne vraiment dans toutes les conditions. Donc enlever toutes les barrières possibles à l'information alimentaire, que ça fonctionne même sur des téléphones à $60, à $30. S'il n'y a pas de 3G, que ça fonctionne quelle que soit la langue, et que tout le monde puisse accéder à cette information, donc guider, vraiment être pédagogique, même pour des adultes, être pédagogique avec les utilisateurs. Et même, par exemple, si on a des problèmes de vision, Open Food Facts est pas mal utilisé chez les aveugles pour être plus autonomes sur leur shopping. Donc là, l'idée, c'est que les voyants
peuvent saisir cette information, libérer cette information et permettre à tout le monde de bénéficier de l'information alimentaire. On est aussi en train d'accélérer avec de l'IA. L'idée, c'est que le mobile, c'est super. Et si en plus, on peut permettre de simplifier la vie des contributeurs, parce que cette saisie, il faut s'imaginer qu'on l'a fait à la main. Donc on est en train, on a plusieurs équipes. On a une équipe mobile sur Open Food Facts et l'équipe serveur est en train de faire des trucs assez sympas, notamment dans le cadre du Google Summer of Code, dont tu as parlé tout à l'heure, pour essayer d'extraire les tableaux nutritionnels de manière automatisée. Donc après, il faut voir comment sur mobile on peut faire cette validation humaine après pour s'assurer que l'IA ne fait pas de bêtises. Et puis j'ai fait une série de mini-projets pour vous donner un peu une idée de ce dont on a besoin, ce qui est faisable simplement. Donc par exemple, arriver à noter de manière instantanée un produit. C'est-à-dire que je suis, mettons, en Indonésie, j'ai un produit sous la main. Est-ce qu'en 40 secondes, je peux avoir le Nutri-Score et les groupes NOVA? Les groupes NOVA, c'est sur le degré de transformation d'un produit. NOVA 1, c'est peu transformé, donc c'est de l'eau, de l'huile, etc. 4, c'est ultra transformé. Donc, est-ce que je peux les avoir en 40 secondes? Il y a aussi la chasse aux insectes. On a évidemment plein de bugs. Hein, et ce qui est marrant, c'est que comme on a 500 000 utilisateurs sur Android, 500 000 sur iOS, du coup, voilà, le moindre petit bug peut prendre des proportions assez importantes. Et puis, ce qu'on appelle en interne des weekend size features, c'est des trucs qui vont être utiles à plein de personnes et qui sont faisables en 2 jours à peu près, donc en un week-end. On a après des features plus avancées, mais qui peuvent prendre plus de temps. Il y a des choses, par exemple, mettre en place Fastlane, s'il y en a parmi vous qui connaissent la technologie, pour automatiser le maximum de choses. Il faut se dire que, par exemple, on prend 5 captures d'écran par langue, dans 50 langues, et on essaye d'avoir un produit local. Donc, par exemple, sur la France, on va prendre les plats surgelés Marie, mais sur le Vietnam, on va prendre les Choco Pie, qui sont le truc qu'adorent les enfants là-bas. Donc après, c'est comment on peut automatiser ça, éviter de passer des centaines d'heures sur du design, etc. Et est-ce qu'on peut automatiser le déploiement, la prise de screenshots, etc. Il y a un autre truc qui est essentiel, c'est aussi gamifier la contribution. Comment on peut encore accélérer la transparence alimentaire avec du coup un peu d'IA. Du coup, on est en train de processer le 1,5 million d'images qu'on a avec Google Cloud Vision. Comment on peut faire un peu comme sur Google Maps de la gamification pour que ça soit plus marrant, que ça devienne fun de contribuer à la transparence alimentaire. Et puis des choses plus longues que j'évoquais sur est-ce qu'on peut créer aussi des SDK pour iOS, pour les applications qui réutilisent Open Food Facts, pour leur permettre à leurs utilisateurs d'être également acteurs de la transparence alimentaire, c'est-à-dire pas uniquement les utilisateurs d'Open Food Facts, mais par exemple les utilisateurs de Veridiab, de Foodvisor, qui puissent aussi participer à cette mission. Et enfin, notre projet sur les cosmétiques, du coup, qu'on aimerait bien arriver à intégrer à l'application principale, donc Open Food Facts. Voilà, donc du coup, vous avez plusieurs solutions. Donc vous pouvez, si ça vous intéresse, rejoindre l'équipe Android ou iOS d'Open Food Facts. Donc c'est des équipes, on se coordonne sur un système qui s'appelle Slack, qui est vraiment sympa. Donc on discute des fonctionnalités ensemble, on les construit ensemble, et après on les code ensemble. Vous avez aussi la possibilité de devenir mentor si vous avez envie d'avoir une expérience de mentorat sur Android et iOS. On est une organisation qui fait partie du Google Summer of Code. Et on commence déjà à voir là les premiers étudiants qui nous demandent « Ah je suis nouveau sur le projet, qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Donc du coup, les encadrer, leur proposer des choses à faire et leur donner du feedback, un peu les intégrer au projet. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. Et puis du coup, je prends toutes les questions. Comment vous faites pour vous rendre indispensable? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des initiatives d'industriels qui essayaient de se regrouper pour proposer des bases concurrentes, etc. Enfin, voilà, comment vous faites en sorte que ça reste de la donnée ouverte et fait par des utilisateurs pour des utilisateurs et non pas par des industriels? Enfin, ça pose la question aussi, comment vous arrivez à vous financer malgré tout sur les sujets? Donc en fait, j'ai oublié de le préciser, on est une organisation qui fait de l'open, enfin ça me paraît évident mais pas forcément, on fait de l'open source et de l'open data, donc toutes nos données sont libres, ouvertes et réutilisables. Et effectivement, jusqu'à l'an dernier, on avait un budget annuel de 600 € par mois
par an, je suis fatigué, par an. Donc on a réussi à libérer 700 000 produits collectivement, juste sur du temps libre, sur des gens qui... sur de la programmation. Enfin, c'est du don de vous donnez votre compétence ou votre temps. Donc, on a des contributeurs qui ont libéré ces produits à la main. On a des gens qui ont fait sur Android, iOS, le serveur. Tout a été fait de manière bénévole. Et effectivement, là, cette année, ce qui est cool, c'est qu'avec un envoyé spécial, on a eu une augmentation des dons. Donc, pas encore assez pour avoir des permanents. Mais en tout cas, on culpabilise un peu effectivement d'être aussi lent. Là, on existe depuis 6 ans et on aimerait bien accélérer sur cette mission de libérer de l'information du monde, alimentaire du monde. Et effectivement, l'industrie, c'est un peu comme la grenouille dans la casserole d'eau. Ils se sont laissés... ils ont vu lentement OpenFact monter et là ils se rendent compte qu'il faut reprendre les choses en main. Donc ils ont lancé effectivement leur projet qui s'appelle Numalim, financé sur 6,5 millions pour faire un clone d'OpenFoodFact, à moitié financé par l'argent public. Et qui sera, mais vous inquiétez pas trop, il sera prêt dans 2 ans et demi, quelque chose comme ça. J'espère qu'on arrivera à ça. Mais l'idée de l'open source, c'est pas de se rendre indispensable. L'idée de l'open source, c'est vraiment de libérer, de faire la transparence alimentaire. Nous, on va continuer d'innover parce qu'on adore faire des nouveaux trucs. Et après, si l'industrie veut faire son truc, très bien. Après, il y a la défiance des gens. C'est que est-ce que tu as vraiment envie ils disent que ça va être ouvert, mais en vrai, il faudra adhérer à GS1. Tu n'auras pas le droit de repartager la data. Dans le consortium, il y a l'ANIA qui a combattu le Nutri-Score pendant 4 ans. Donc, du coup, voilà, il y a des questions légitimes à se poser. Et puis, ça sera un projet franco-français, accessoirement. Alors qu'OpenFoodFact, vous l'avez vu, c'est dispo dans 150 pays. Et on n'a pas d'enjeu de rentabilité ou quoi que ce soit. On va aller sur des publics qui en ont besoin et on va faire des trucs parce qu'il faut les faire, quoi. Mais voilà, oui, c'est effectivement une belle tentative de leur part. Après, on va bien voir. Est-ce que chaque utilisateur peut créer des nouvelles features, des nouvelles variables, ou c'est la base de données, c'est à vous qu'il alimente de nouvelles features et c'est juste on inscrit les données, des nouveaux champs. Est-ce que c'est dynamique et comment vous gérez aussi la vérification des informations finalement Il y a effectivement 2 questions. Donc la première, c'est effectivement, est-ce que c'est dynamique? Donc du coup, j'ai évoqué Open Beauty Fact. Du coup, en fait, un produit alimentaire, ça a plein de champs, effectivement. Ça a une quarantaine de champs. On avait commencé sur un truc très simple, avec 10-20 champs. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure, les gens nous demandaient des instructions de recyclage par exemple, le matériau de la bouteille, etc. Donc du coup, on a rajouté les champs au fur et à mesure. Tu ne peux pas créer des champs, toi, en tant que simple utilisateur. Par contre, il y a régulièrement des gens qui nous demandent des champs. La semaine dernière, par exemple, Casino nous a envoyé des fichiers, parce que du coup, maintenant, on commence à avoir des données producteurs. Donc, Casino nous a envoyé des fichiers. Ils avaient des données en plus que personne ne nous avait jamais envoyées. Donc, on a rajouté 2 champs. Voilà. Donc, c'était des données sur le recyclage. Donc, on fait évoluer le modèle. On a un 2e modèle pour les cosmétiques, du coup. Un 3e modèle pour l'alimentation animale. C'est-à-dire on a notre projet qui s'appelle Open Pet Food Fact, qui était notre poisson d'avril il y a 2 ans, mais qui est un vrai projet. On fait des poissons d'avril fonctionnels. Le dernier projet en date, c'est Open Product Fact. Donc là, on a un modèle de données standard, mais le problème, c'est que dans Open Product Fact, on a des détergents, on a des cuves à mazout, on a des DVD, on a des CD-ROM. Donc du coup, le truc, c'est qu'il faudrait quasiment 66 000 modèles de données différents. Donc ça, c'est un challenge technique qui va être assez amusant. C'est comment, effectivement, on arrive à scaler des modèles de données sur des objets qui n'ont rien à voir entre eux. Genre, on a une collection de boules de Noël. Comment tu décris une boule de Noël? Et sur la 2e question, la fiabilité des données, on a effectivement plusieurs mécanismes. Déjà, un principe fondamental d'OpenFoodFact, c'est qu'on demande des photos. En fait, du coup, tu prends des photos quand tu ajoutes un nouveau produit ou quand tu le mets à jour. Et du coup, les photos nous permettent, c'est une preuve opposable, en fait, c'est marqué sur les étiquettes. Il y a des lois sur la véracité des informations sur les étiquettes. Et du coup, on est capable de vérifier avec du machine learning aussi si les photos sont en cohérence avec les données. On a du coup
des algorithmes qui sont capables de vérifier que, par exemple, que les ingrédients, la somme au 100 grammes de la nutrition est bonne, le gras plus le sucre, etc. On a d'autres sur les ingrédients. On a ensuite, du coup, ces alertes remontent à une patrouille humaine de contributeurs, ce qu'on appelle la patrouille Open Food Fact, notamment active pendant les repas et le week-end en fin d'apéro. Le troisième volet, du coup, c'est les imports producteurs. C'est qu'on est devenu tellement gros que maintenant, les producteurs nous donnent volontairement en open data, et là c'est vraiment le côté cool, c'est qu'on leur demande que ça soit libéré en ODBL, leurs données. Donc du coup on arrive à avoir des imports quotidiens sur plein de producteurs, et du coup là on a les produits à jour automatiquement avec très peu de coquilles de la part des producteurs.